Tu n'es même pas qualifié pour nettoyer les toilettes ici, a hurlé ma sœur, Camille. Son visage était déformé par la rage, ses yeux lançaient des éclairs. Devant tout le jury, devant des professionnels qui tenaient mon avenir entre leurs mains, elle a attrapé mon CV, ce document que j'avais passé des semaines à perfectionner. Elle l'a déchiré. Lentement. En 2, puis en 4, jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un tas de confettis de l'humiliation. Elle a jeté les morceaux sur la table et a dit « L'entretien est terminé ». Mais elle avait tort. Car à ce moment précis, la porte s'est ouverte, le PDG de l'entreprise est entré, m'a regardé avec une infinie tendresse, m'a embrassé sur le front et a dit « Mon amour, je suis là ». Avant de vous raconter en détail comment j'en suis arrivé à vivre cette scène digne d'un film, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous regardez cette vidéo, et quelle heure il est chez vous. C'est fascinant de voir à quel point nos histoires peuvent voyager. Maintenant, revenons en arrière. Tout a commencé par un matin gris à Lyon. J'étais assise dans le hall d'accueil de Stratégie Lyon Média, une des plus grandes agences de marketing de la ville. Le marbre froid sous mes pieds, l'odeur aseptisée des bureaux, le silence pesant, tout contribuait à mon anxiété. Mon cœur battait si fort que j'avais peur que la réceptionniste l'entende. Après 6 mois de chômage, de doutes et de refus, cet entretien était plus qu'une simple opportunité, c'était ma dernière lueur d'espoir. Mon CV avait, miraculeusement, passé la première sélection. J'avais les compétences, l'expérience. Pour la première fois depuis longtemps, je sentais que je pouvais y arriver. Mais la veille au soir, mon téléphone avait sonné. C'était Camille. Ma grande sœur. Sa voix, mielleuse comme toujours, cachait mal le venin. Chloé, ma chérie. J'ai vu ton nom sur la liste des candidats pour demain. Quelle surprise. J'ai senti un frisson glacial me parcourir. Je savais qu'elle travaillait ici, bien sûr, mais je priais pour qu'elle ne soit pas impliquée dans mon processus de recrutement. Écoute, continua-t-elle, je te dis ça en tant que sœur. Annule. C'est un niveau bien trop élevé pour toi. Tu vas te ridiculiser. Les gens ici sont des requins, ils te mangeront toute crue. Reste dans tes petites agences de quartier, c'est plus sûr pour toi. Chaque mot était une gifle. Merci pour ton inquiétude, Camille, avais-je répondu, ma voix tremblante, mais je vais tenter ma chance. J'avais entendu son petit rire méprisant avant qu'elle ne raccroche. Cette conversation tournait en boucle dans ma tête. La peur menaçait de me paralyser. Mais une autre voix, plus profonde, me disait de me battre. La voix de Léo, mon fiancé. Tu es brillante, Chloé, m'avait-il dit en me prenant dans ses bras. Ne la laisse jamais te faire croire le contraire. Vas-y et montre-leur qui tu es. C'est à ces paroles que je me suis accrochée. J'ai lissé ma jupe pour la 10e fois, j'ai pris une grande inspiration. Madame Chloé Lambert ? C'était Madame Dubois, la directrice des ressources humaines. Une femme élégante avec un sourire professionnel. Nous vous attendons. Suivez-moi. Mon estomac se noua. Chaque pas dans le couloir luxueux me semblait être un pas vers l'échafaud. Elle a ouvert une grande porte en verre. Voici notre jury, Monsieur Bernard, notre directeur créatif, et Madame Camille Lambert, notre directrice de la relation client. Et voilà. Le piège était tendu. Camille était assise au centre, me regardant avec un sourire carnassier. Ce n'était pas un hasard. Elle avait tout orchestré. À cet instant, j'ai compris que je n'étais pas ici pour un entretien. J'étais ici pour une exécution publique. N'importe qui d'autre se serait enfui. Mais en croisant son regard, une vieille flamme de défi, que je croyais éteinte depuis longtemps, s'est ravivée en moi. Je ne lui donnerai pas cette satisfaction. Je me suis assise, j'ai redressé le dos, et j'ai souri. Le sourire de Camille vacilla une seconde, surprise par mon assurance. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle s'attendait à voir la petite sœur effrayée qu'elle avait toujours connue. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'étais venue armée. Pas seulement de mon portfolio, mais d'une force nouvelle, d'un amour qui m'avait reconstruite. Et surtout, elle ignorait le secret que mon fiancé, Léo, et moi partagions. Un secret qui allait bientôt faire voler en éclats son petit monde parfaitement contrôlé.
La tension dans la pièce était palpable. Monsieur Bernard semblait mal à l'aise, sentant l'animosité ambiante. Madame Dubois gardait son masque professionnel, mais je voyais bien qu'elle était intriguée. L'air était lourd de non-dits, d'années de ressentiments prêts à exploser. J'ai posé mon portfolio sur la table, un geste délibéré. Le combat allait commencer. Le sourire de Camille s'élargit, un sourire qui ne cachait aucune bienveillance, mais plutôt la promesse d'une souffrance à venir. Elle se pencha en avant, joignit ses mains sur la table, et prit la parole. Sa voix était douce, presque chantante, ce qui la rendait encore plus menaçante. Elle allait jouer son rôle de grande sœur bienveillante qui connaissait toutes mes faiblesses. Comment allais-je pouvoir me défendre contre des années de souvenirs déformés et de mensonges subtils? La partie d'échecs la plus importante de ma vie venait de débuter, et j'étais en train de jouer ma reine. En voyant le regard prédateur de Camille, toutes les vieilles blessures, celles que je pensais cicatriser, se sont rouvertes d'un coup. Pour comprendre la haine qui animait ma sœur ce jour-là, il faut remonter le temps. Il faut comprendre ce que c'est que de grandir en étant l'ombre. Camille avait 3 ans de plus que moi. 3 ans d'avance surtout. Elle était née pour être sous les projecteurs, première à marcher, première à parler, des notes parfaites, des talents innombrables. Mes parents, éblouis, n'avaient Dieu que pour elle. Moi, j'étais la seconde, la discrète, celle qui essayait juste de suivre. Je me souviens de mon 10e anniversaire. J'étais folle de joie. J'avais gagné le premier prix d'un concours d'art de la ville. Mon tableau, un paysage de la Provence plein de couleurs vives, allait être exposé à la mairie. J'ai attendu le dîner, le moment du gâteau, pour l'annoncer à toute la famille. J'avais le cœur qui battait la chamade. Alors que j'allais prendre la parole, Camille s'est levée. Maman, papa, il faut que je vous dise. J'ai été sélectionnée pour les Olympiades nationales de mathématiques. Le silence s'est fait. Puis les exclamations, les félicitations, les embrassades. Mon annonce, ma petite victoire, s'est évaporée dans l'air. Personne ne m'a demandé ce que je voulais dire. Mon tableau a fini accroché dans ma chambre, pas sur le mur du salon. C'était la première de nombreuses fois où son éclat a éclipsé ma lumière. Cette dynamique a empoisonné toute notre adolescence. Quand j'ai été élue déléguée de ma classe, elle est devenue présidente du conseil des élèves de tout le lycée. Quand j'ai eu mon premier petit ami, elle est sortie avec le capitaine de l'équipe de football. Ce n'était pas une simple compétition fraternelle, c'était une campagne systématique pour m'effacer. Le pire, c'était sa capacité à retourner les situations. Si je me plaignais à mes parents, ils me disaient que j'étais jalouse et que je devais être fière de ma sœur. Ils ne voyaient pas le calcul, la cruauté subtile. Ils ne voyaient que leur fille parfaite. Si vous aussi, vous avez déjà eu un membre de votre famille, un frère, une sœur, qui semblait prendre un malin plaisir à saboter vos réussites, qui vous faisait constamment sentir inférieur, alors je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner. Car vous savez à quel point ce sentiment d'injustice peut être dévorant. Et vous voudrez savoir comment, enfin, la roue a tourné. À l'université, j'ai cru que la distance physique nous aiderait. J'ai choisi d'étudier le marketing à Paris, tandis qu'elle faisait une grande école de commerce à Lyon. Mais même à des centaines de kilomètres, son ombre me suivait. Chaque réunion de famille était une tribune pour ses succès. Camille vient d'obtenir un stage chez L'Oréal. Camille part 6 mois à New York. Pendant ce temps, mes propres réussites, mes projets universitaires primés, mes stages dans des agences créatives, semblaient dérisoires en comparaison. Ah, c'est bien, ma chérie, disait ma mère d'un air distrait, avant de recentrer la conversation sur les exploits de son aînée. Un jour, je l'ai confrontée. Je lui ai demandé pourquoi elle ne pouvait pas, juste une fois, être heureuse pour moi. Sa réponse m'a glacée. Parce qu'il n'y a de la place que pour une seule gagnante dans cette famille, Chloé. Et ce ne sera jamais toi. Tu n'as pas l'étoffe pour ça. Cette phrase est devenue ma prison. J'ai commencé à y croire. J'ai commencé à douter de moi, de mes compétences, de ma valeur. J'ai enchaîné les petits boulots, je n'osais pas viser plus haut, de peur de l'échec, mais surtout, de peur de lui donner raison. Sa cruauté n'était pas seulement psychologique. Elle était active, calculatrice.
Je me souviens d'une fois où j'avais une opportunité d'emploi incroyable dans une start-up prometteuse. Le directeur était un ami de la famille. Camille a insisté pour glisser un mot en ma faveur. J'ai appris plus tard, par une indiscrétion, qu'elle lui avait parlé de ma fragilité émotionnelle, de mon manque de résistance au stress, tout en enrobant ça de fausse bienveillance. Ma petite sœur est si créative, mais elle est si sensible, j'ai peur qu'un environnement aussi exigeant ne la brise. Inutile de dire que je n'ai pas eu le poste. Cette accumulation de trahisons, petite et grande, avait laissé des cicatrices profondes. En grandissant, je m'étais résignée. J'avais accepté mon rôle de second plan, j'avais arrêté de me battre. J'avais laissé sa voix devenir ma propre critique intérieure. C'est cette Chloé-là, celle qui avait presque abandonné, qui a perdu son emploi 6 mois avant cet entretien fatidique. C'est cette Chloé-là qui pensait que sa vie était finie. Mais c'est aussi cette Chloé-là qui, au fond du gouffre, a rencontré un homme qui a tout changé. Alors, quand je me suis retrouvée assise dans cette salle d'entretien, face à elle, j'ai senti toutes ces années de douleur remonter à la surface. Mais cette fois, ce n'était pas pour me noyer. C'était comme un carburant. La petite flamme de défi s'est transformée en un brasier. Non, je ne la laisserai pas gagner cette fois. Je ne savais pas encore comment, mais je savais que je ne sortirais pas de cette pièce en victime. Je la regardais droit dans les yeux, mon calme la déstabilisant, et j'attendais qu'elle fasse le premier pas. J'étais prête. Tomber au plus bas a un avantage, la seule direction possible est vers le haut. La perte de mon emploi a été un coup terrible. Mon entreprise, une petite agence de communication, a fait faillite du jour au lendemain. Je me suis retrouvée sans rien, avec un loyer à payer et des économies qui fondaient comme neige au soleil. Pendant des mois, ma routine était la même, me lever, envoyer des dizaines de CV, recevoir des réponses automatiques de refus, et sentir le désespoir me gagner un peu plus chaque jour. Camille, bien sûr, n'avait pas manqué de m'appeler pour me dire, avec une fausse compassion, je t'avais bien dit que ce milieu était instable. Tu aurais dû faire une école de commerce comme moi. Ces appels étaient comme du sel sur une plaie ouverte. C'est dans un petit café de la Croix-Rousse, à Lyon, que ma vie a basculé. J'y passais mes journées pour profiter du Wi-Fi gratuit. J'étais en train de fixer mon écran d'ordinateur, les larmes aux yeux après un énième refus, quand un homme à la table voisine m'a tendu un mouchoir. « Journée difficile ?» a-t-il demandé d'une voix douce. J'ai levé les yeux. Il avait un regard incroyablement bienveillant et un sourire qui semblait pouvoir réparer n'importe quoi. Il n'était pas penché sur un ordinateur portable comme tout le monde, mais lisait un vrai livre, un roman de Romain Gary. Il s'appelait Léo. Ce qui devait être une simple conversation de quelques minutes s'est transformé en des heures de discussion. Pour la première fois depuis des années, je me sentais écoutée. Vraiment écoutée. Quand je lui ai parlé de mes difficultés professionnelles, il n'a pas offert de conseils clichés ou de fausses platitudes. Il m'a posé des questions sur ce que j'aimais dans mon métier, sur les campagnes dont j'étais la plus fière. Il a ravivé une passion que je croyais morte. Notre relation s'est construite simplement, naturellement. Un café est devenu un dîner est devenu un week-end à la campagne. Avec Léo, je n'avais pas besoin de performer, de prouver quoi que ce soit. Il aimait la Chloé créative, la Chloé sensible, la Chloé qui doutait. Il a pansé mes blessures une à une, avec une patience et une tendresse infinie. Il a chassé la voix de Camille de ma tête et l'a remplacée par la sienne, une voix qui me disait que j'étais forte, capable et digne d'être aimée. 6 mois après notre rencontre, lors d'une balade au bord du lac d'Annecy, il a mis un genou à terre et m'a demandé de l'épouser. J'ai dit oui sans une once d'hésitation. Il n'y avait qu'une seule ombre au tableau, son travail. Léo restait incroyablement vague à ce sujet. Je dirige une société de conseil en stratégie, disait-il. C'est beaucoup de paperasse et de réunions ennuyeuses. Parle-moi plutôt de tes idées pour cette marque de cosmétiques bio. Il changeait de sujet avec une aisance déconcertante. Au début, j'ai cru que c'était de la modestie. Mais avec le temps, c'est devenu un petit mystère entre nous. J'ai essayé de chercher le nom de sa société sur Internet, mais il était évasif. C'est un nom très commun, tu ne trouveras rien, disait-il en riant. Récemment, il semblait plus préoccupé que d'habitude. Un soir, il est rentré tard, l'air soucieux. Tout va bien,
lui ai-je demandé. Il a soupiré. Je dois gérer une situation compliquée au bureau. Une de nos directrices, elle a un comportement toxique avec ses équipes. Elle est brillante, mais elle écrase tout le monde sur son passage. Je reçois des plaintes anonymes. C'est délicat, car elle a beaucoup de pouvoir et de relations. J'ai ressenti une immense sympathie pour les employés de cette femme. C'est horrible, ai-je dit. Ce genre de personne peut détruire des vies. Je sais, a répondu Léo, le regard sombre. Et je vais devoir prendre une décision radicale très bientôt. Je n'imaginais pas une seconde à quel point cette conversation nous concernait directement. C'est Léo qui a trouvé l'annonce pour le poste chez Stratégie Lyon Média. Regarde, Chloé. C'est parfait pour toi. Tu as toutes les compétences requises. Mon cœur s'est serré quand j'ai vu le nom de l'entreprise. Léo, c'est là que Camille travaille. C'est impossible. Et alors, a-t-il rétorqué. Ce n'est pas son entreprise. Tu ne vas pas laisser ta sœur dicter ta carrière. Fais-le pour toi. Fais-moi confiance. Il y avait une telle assurance dans sa voix que mes doutes se sont envolés. J'ai postulé, sans grand espoir. Contre toute attente, j'ai été convoquée pour un entretien. Ce que je ne savais pas, c'est que Léo m'avait délibérément caché la vérité. Il savait. Il savait tout. Il savait que Camille était la directrice toxique dont il me parlait. Il savait qu'elle allait être dans le jury. Et il avait un plan. Un plan risqué, dangereux, mais qui, espérait-il, mettrait fin à des années de tyrannie et me rendrait enfin justice. Alors que j'étais assise dans cette salle de réunion, sur le point d'être jugée par ma propre sœur, j'étais loin de me douter que je n'étais pas la seule à être testée ce jour-là. Camille pensait tenir mon destin entre ses mains, mais en réalité, elle était en train de sceller le sien. Le mystère qui entourait mon fiancé était sur le point d'être révélé de la manière la plus spectaculaire qui soit. L'entretien a commencé de manière étrangement normale. Monsieur Bernard, le directeur créatif, un homme à l'allure d'artiste avec des lunettes rondes et une barbe poivre et sel, a pris la parole. Il m'a posé des questions pertinentes sur mon portfolio, sur ma vision de la communication digitale. J'ai senti son intérêt sincère. Il hochait la tête, prenait des notes. Madame Dubois, la DRH, enchaînait avec des questions sur mes expériences passées en gestion de projet. Je me sentais de plus en plus à l'aise. Mes réponses étaient claires, précises, illustrées d'exemples concrets. J'ai vu un regard d'approbation échangé entre Monsieur Bernard et Madame Dubois. Une petite lueur d'espoir est née en moi. Et si mes compétences pouvaient vraiment l'emporter sur le népotisme et la haine? Pendant tout ce temps, Camille était restée silencieuse, me fixant avec un petit sourire en coin, comme un chat observant une souris avant de bondir. Et puis, elle a bondi. Merci, Marcus, dit-elle à Monsieur Bernard, coupant court à une de ses questions. Laissez-moi prendre le relais. Après tout, je connais bien Chloé. L'atmosphère a changé instantanément. Le professionnalisme s'est évaporé, remplacé par une tension glaciale. Chloé, ma chère, commença-t-elle, sa voix dégoulinant de fausse sympathie. Ton CV mentionne que tu as quitté ton dernier poste suite à une restructuration. C'est une jolie façon de dire que tu as été licencié, n'est-ce pas? Peux-tu nous expliquer pourquoi ils ont choisi de se séparer de toi, et pas de tes autres collègues? C'était la première attaque. Directe. Brutale. Il s'agissait d'un licenciement économique, ai-je répondu calmement. La règle du dernier arrivé, premier parti a été appliquée. Mes évaluations de performance, que vous trouverez dans mon dossier, ont toujours été excellentes. Elle a balayé ma réponse d'un geste de la main. Les évaluations. On peut leur faire dire ce qu'on veut. Parlons plutôt de ton expérience à l'université. Tu te souviens de ce projet caritatif pour l'association Les Petits Frères des Pauvres? Tu étais chef de projet, n'est-ce pas? Mon cœur s'est arrêté. C'était le projet dont elle avait parlé au téléphone à notre amie de la famille. Oui, ai-je répondu, méfiante. Et tu te souviens comment tu as failli faire capoter toute la collecte de fonds à cause d'une erreur de planning? Si je n'étais pas intervenue en coulisses pour rattraper les choses, l'association aurait perdu des milliers d'euros. Tu as toujours eu un problème avec l'organisation, n'est-ce pas? De grandes idées,
mais une exécution désastreuse. C'était un mensonge pur et simple. J'avais dirigé ce projet avec succès, et il avait même été salué par l'université. L'erreur de planning venait d'un autre membre de l'équipe, et nous l'avions résolue ensemble. Camille n'avait absolument rien à voir là-dedans. Monsieur Bernard fronça les sourcils, visiblement mal à l'aise. Camille, nous sommes ici pour évaluer des compétences professionnelles, pas pour remuer des souvenirs d'étudiants. Mais j'étais prête. Pardonnez-moi, Monsieur Bernard, ai-je dit d'une voix posée, mais puisque ma sœur soulève ce point, j'aimerais y répondre. J'ai ouvert mon portfolio, que j'avais préparé méticuleusement. J'ai tourné les pages jusqu'à une section intitulée « Engagements associatifs ». Et là, en grand, se trouvait une lettre de recommandation officielle du directeur de l'association Les Petits Frères des Pauvres, louant mon « sens de l'organisation exceptionnelle » et mon « leadership », qui avait permis de dépasser les objectifs de collecte de 150%. À côté, une coupure de presse du journal local titrait « Une étudiante mène une campagne record pour les plus démunis », avec ma photo. J'ai fait glisser le portfolio ouvert au centre de la table. Voici les faits, ai-je simplement dit. Un silence de mort s'est installé. Le visage de Camille est passé du rose au rouge brique. Elle était furieuse. Je l'avais humiliée devant ses collègues. Je venais de prouver, avec des preuves irréfutables, qu'elle était une menteuse. La haine dans ses yeux était terrifiante. Honnêtement, à ce moment-là, j'aurais voulu disparaître. J'avais gagné une bataille, mais je sentais que j'étais sur le point de déclencher une guerre nucléaire. Si vous aviez été à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous continué à vous battre, ou auriez-vous quitté la pièce? Dites-le-moi en commentaire, car la suite dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. Le masque de professionnalisme de Camille s'est fissuré, révélant la folie en dessous. Elle avait perdu le contrôle. Le sourire avait disparu, remplacé par un rictus de haine pure. Elle n'allait plus se contenter de mensonges et d'insinuations. Elle allait passer à la destruction. Et moi, j'étais sa seule cible. L'air dans la pièce est devenu irrespirable. Monsieur Bernard et Madame Dubois me regardaient avec un mélange de pitié et d'admiration. Ils savaient que la situation était hors de contrôle. Ce n'était plus un entretien. C'était une arène, et ma sœur venait de lâcher les lions. Le calme avant la tempête. Après ma réfutation, un silence glacial s'est abattu sur la salle. Camille me fusillait du regard, sa poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement. Elle était acculée, et un animal blessé est toujours le plus dangereux. Elle a décidé d'abandonner toute prétention de professionnalisme et d'utiliser l'arme la plus cruelle, l'humiliation publique. « Tu es bien préparée, petite sœur, siffla-t-elle, sa voix tremblante de rage contenue. Tu as toujours été douée pour sauver les apparences. Mais parlons de ce que les lettres de recommandation ne disent pas. Parlons de ton vrai caractère. » Elle s'est tournée vers les deux autres membres du jury, son visage se composant une expression de fausse gravité. Ce que vous devez savoir sur Chloé, c'est qu'elle est fondamentalement instable. Elle a toujours eu besoin d'être le centre de l'attention. Quand elle n'y arrive pas par le talent, elle le fait par le drame. Monsieur Bernard a tenté d'intervenir. Camille, cela suffit. C'est inapproprié. Non, c'est nécessaire, a-t-elle rétorqué. Vous devez savoir qui vous envisagez d'embaucher. Elle s'est de nouveau tournée vers moi. Tu te souviens de ton premier stage? Dans cette agence de pub? Tu te souviens comment tu as été renvoyé au bout de 3 semaines? C'était un autre mensonge. J'avais quitté ce stage pour m'occuper de notre grand-mère qui venait de se faire opérer de la hanche. Camille, elle, n'était pas venue la voir une seule fois. Tu as piqué une crise de nerfs parce que ton manager a critiqué une de tes idées. Tu as pleuré devant tout le bureau. C'est ça, le leadership pour toi? Des larmes de crocodile? Chaque mot était un coup de poignard. Mon visage me brûlait. Je voulais hurler que c'était faux, mais ma gorge était nouée. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a exhumé des souvenirs d'adolescence, les tordant, les déformant pour me peindre comme une personne faible, malhonnête et incompétente. Elle a parlé d'un petit ami qui m'avait quitté, insinuant que c'était à cause de mon comportement manipulateur. Elle a parlé d'un échec à un examen, oubliant de préciser que j'étais malade ce jour-là. Elle créait une caricature de moi, un monstre,
et les autres étaient forcés d'écouter. J'étais paralysée. C'était sa plus grande force, me clouer sur place par l'audace de ses mensonges. C'était la même technique qu'elle utilisait depuis notre enfance. Devant mes parents, devant nos amis. Elle créait une réalité alternative où elle était la sainte et moi, la pécheresse. Et les gens, décontenancés par une telle assurance, finissaient souvent par la croire. Puis, voyant qu'elle ne parvenait pas à me faire craquer, elle est passée à l'acte final. Le geste qui allait tout faire basculer. Elle s'est levée d'un bond, faisant crisser sa chaise sur le parquet. Son visage était méconnaissable. « Vous voulez savoir ce que je pense de cette candidature » a-t-elle crié, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. Je pense que c'est une insulte. Une insulte à mon travail, à cette entreprise, à tout ce que nous représentons. Elle s'est penchée au-dessus de la table. Ses mains tremblaient. Ses yeux étaient exorbités. L'expérience de Chloé, c'est du vent. Ses compétences, une vaste blague. Elle n'a rien à faire ici. Vous savez ce que ça vaut, ça, a-t-elle demandé en arrachant mon CV des mains de Monsieur Bernard. Il était trop surpris pour réagir. Elle a brandi le papier devant mon visage. Ça vaut 0. Et puis, le geste irréparable. Elle a déchiré la feuille en 2. Le son du papier qui se déchire a semblé assourdissant. Mais elle n'a pas fini. Elle a déchiré les 2 moitiés. Puis encore. Et encore. Jusqu'à ce qu'elle n'ait plus dans les mains qu'une poignée de petits morceaux de papier. Mon nom, mes espoirs, mes années de travail, réduits en confettis. Elle a ouvert sa main et a laissé les morceaux tomber sur la table, comme une pluie de cendres. Voilà ce que je pense de sa candidature, a-t-elle dit, haletante. L'entretien est terminé. Le silence qui a suivi était total, absolu. Madame Dubois avait la bouche ouverte. Monsieur Bernard fixait les débris de mon CV, l'air atterré. Personne ne bougeait. Personne ne parlait. J'ai senti les larmes monter, brûlantes. Mais je me suis interdit de pleurer. Pas devant elle. Je ne lui donnerai pas cette satisfaction. J'ai relevé la tête, et je l'ai regardée. À cet instant, je n'ai pas vu ma sœur. J'ai vu une étrangère, une personne rongée par une jalousie si profonde qu'elle en avait perdu toute humanité. Et au lieu de la peur, j'ai ressenti une immense pitié. C'est à ce moment précis, au point le plus bas de mon humiliation, que j'ai senti quelque chose changer en moi. La peur avait disparu, remplacée par un calme étrange, une clarté nouvelle. Et c'est là que la porte s'est ouverte. Doucement, sans bruit. Un homme se tenait sur le seuil. Grand, élégant. Il a observé la scène pendant une seconde, son visage impénétrable. Puis ses yeux ont trouvé les miens. Et tout le chaos en moi s'est apaisé. Le temps semblait s'être arrêté. La porte s'est ouverte et Léo est apparu. Mon Léo. Il portait un costume gris anthracite parfaitement coupé qui soulignait sa stature. Il n'avait pas l'air pressé, ni en colère. Juste calme. Terriblement calme. Son regard a balayé la pièce en une fraction de seconde, enregistrant chaque détail, les visages choqués de Monsieur Bernard et Madame Dubois, les confettis de mon CV sur la table, et le visage triomphant mais hagard de Camille, qui, me tournant le dos, ne l'avait pas encore vu. Puis ses yeux se sont posés sur moi. La dureté de son expression s'est adoucie, remplacée par une chaleur et une tendresse qui m'étaient si familières. C'était un message silencieux, juste pour moi, je suis là. Tout va bien se passer. Camille, toujours dans son rôle, a continué son monologue, inconsciente du changement cataclysmique qui venait de se produire. Je ne tolérerai pas qu'on fasse perdre son temps à mon équipe avec des candidatures aussi pathétiques. C'est une question de standard. Camille a tenté de murmurer Monsieur Bernard en lui faisant signe de se retourner. Pas maintenant, Marcus, l'a-t-elle rabroué. Il est important que tout le monde comprenne bien. C'est elle ou moi. Et je pense qu'on sait tous qui a le plus de valeur pour cette entreprise. C'est à ce moment-là que Léo a fait un pas dans la pièce. Le bruit de ses chaussures sur le parquet a finalement attiré l'attention de ma sœur. Elle s'est retournée, l'air agacé d'être interrompue. « Excusez-moi, nous sommes en... » Les mots sont morts dans sa gorge. Son visage a été un spectacle fascinant. D'abord,
l'incompréhension. Puis la reconnaissance. Puis le choc. Un choc si violent que toute couleur a quitté ses joues. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée, comme un poisson hors de l'eau. Elle, la femme qui avait toujours réponse à tout, était devenue muette. Léo l'a complètement ignorée. Il a traversé la pièce, ses pas résonnant dans le silence de mort. Il est venu droit sur moi. Il a posé une main sur ma joue, son pouce caressant doucement ma peau. Puis, devant tout le monde, il s'est penché et a déposé un baiser sur mon front. Mon amour, a-t-il murmuré, sa voix n'étant qu'un souffle, mais tout le monde l'a entendu. Pardonne mon retard. Ma réunion a duré plus longtemps que prévu. Le monde de Camille s'est effondré à cet instant. J'ai presque pu l'entendre se briser en 1000 morceaux. Le lien entre moi et cet homme, ce lien qu'elle ne comprenait pas, était en train de signer sa fin. C'est Monsieur Bernard qui a retrouvé la parole le premier. Il s'est levé, tout comme Madame Dubois, par réflexe de respect. Monsieur Martin. Nous ne vous attendions pas. Martin. Léo Martin. Le nom du fondateur et PDG de Stratégie Lyon Média. Le PDG mystérieux que personne ne voyait jamais, qui dirigeait son empire depuis un bureau au dernier étage. Mon Léo. Mon fiancé simple et modeste qui lisait des livres dans un café. Tout s'est connecté dans mon esprit. Le mystère de son travail. Ses conversations sur la directrice toxique. Son insistance pour que je postule ici. Tout était un plan. Un plan incroyablement audacieux. Camille a finalement réussi à articuler quelques mots. Monsieur Martin? Chloé, vous connaissez? Sa voix était un filet méconnaissable. L'arrogance avait laissé place à une panique abjecte. Léo s'est redressé, sans jamais me lâcher la main. Il a regardé Camille droit dans les yeux. Et pour la première fois, je l'ai vu tel qu'il était vraiment au travail, un leader. Froid, précis, et absolument sans pitié face à l'injustice. Chloé est ma fiancée, a-t-il dit calmement. Le mot « fiancée » a résonné comme un coup de tonnerre. Puis son regard s'est posé sur les débris de mon CV. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qu'il s'est passé ici? Et pourquoi le CV d'une candidate se retrouve-t-il dans cet état? Le silence était si lourd qu'on aurait pu le couper au couteau. Personne n'osait parler. Tous les regards étaient tournés vers Camille. Ma sœur, qui avait passé sa vie à me rabaisser, à me faire sentir petite et insignifiante, était maintenant seule, exposée, face à l'homme le plus puissant de l'entreprise. Et cet homme tenait ma main. La roue avait tourné. Oh, comme elle avait tourné. Le procès de Chloé Lambert était terminé. Le procès de Camille Lambert allait commencer. Et le juge venait d'entrer dans la salle. L'autorité de Léo était totale. Personne n'osait respirer. Il a balayé la salle du regard, puis sa voix, calme mais tranchante comme une lame, a brisé le silence. Madame Dubois, Monsieur Bernard, je vous remercie. Vous pouvez nous laisser. Je vais conclure cet entretien moi-même. Ils n'ont pas demandé leur reste. Ils ont ramassé leurs affaires en silence, m'adressant un regard de compassion en passant. Quand la porte s'est refermée, nous n'étions plus que 3. Le prédateur, la victime, et le justicier. Léo a contourné la table et s'est assis à la place de Monsieur Bernard, juste en face de Camille. Il a joint ses mains, son visage une toile blanche d'impassibilité. Asseyez-vous, Camille. C'était un ordre, pas une suggestion. Ma sœur s'est effondrée sur sa chaise, comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Alors, commença Léo. Expliquez-moi. Camille a tenté de reprendre contenance. Elle a essayé d'utiliser le charme et la manipulation qui l'avaient toujours si bien servi. Monsieur Martin. Léo. Je ne savais pas. C'est un terrible malentendu. Si j'avais su que Chloé était votre fiancée. Si vous aviez su la coupe à Léo, glaciale, vous auriez été hypocrite en plus d'être cruel. La question n'est pas de savoir qui elle est. La question est de savoir ce que vous avez fait. Vous avez humilié une candidate. Vous avez détruit un document de l'entreprise. Vous avez transformé un processus de recrutement en un règlement de compte personnel. Est-ce bien cela? Non, ce n'est pas ça,
protesta Camille, la voix gagnant en assurance. C'est elle. Elle a postulé ici exprès pour me nuire. Pour envahir mon territoire, pour me voler la vedette, comme elle l'a toujours fait. C'était trop. C'est ridicule, ai-je dit, ma propre voix me surprenant par sa fermeté. Je ne savais même pas que Léo était le PDG avant aujourd'hui. J'ai failli annuler quand j'ai vu que tu travaillais ici. Léo a levé une main pour m'arrêter, ses yeux toujours rivés sur Camille. Elle dit la vérité. Je lui ai délibérément caché ma position. En revanche, moi, je savais que vous étiez sa sœur. Je le sais depuis des mois. Le visage de Camille se figea. Quand j'ai vu le nom de Chloé dans les candidatures, j'ai été curieux. Je me suis dit que c'était l'occasion de voir si la femme brillante que mes directeurs me décrivaient était aussi une personne décente. Je me demandais si vous aviez dépassé les rivalités d'enfance. Il marqua une pause. Apparemment, non. Ce n'est pas une rivalité d'enfance, s'écria-t-elle. C'est une question de protéger les standards de l'entreprise. En mentant, demanda Léo. En inventant des histoires sur son passé? En la traitant d'incompétente alors que son portfolio est, objectivement, l'un des meilleurs que nous ayons reçus cette année? Il se pencha en avant. Parlons de standards, Camille. Parlons de votre CV. Il a sorti son téléphone, a tapé quelques secondes, puis l'a fait glisser sur la table devant elle. La campagne pour les hôtels Le Grand Chêne. Une campagne qui a remporté 3 prix nationaux. Vous avez affirmé l'avoir dirigée dans votre ancienne entreprise. C'est ce qui vous a valu votre promotion ici. Le dernier semblant de couleur quitta le visage de ma sœur. Je faisais partie de l'équipe, bafouilla-t-elle. Vous étiez assistante junior sur le projet, corrigea Léo. Le directeur de la campagne était un certain Simon Dubois. Je l'ai appelé la semaine dernière. Il a été très surpris d'apprendre que vous vous en attribuiez tout le mérite. Le piège s'était refermé. Léo ne l'avait pas seulement prise en flagrant délit de harcèlement, il venait de prouver qu'elle était une fraude. Toute sa carrière, toute sa réussite, était basée sur un mensonge. Des larmes de rage et d'humiliation ont commencé à couler sur les joues de Camille. Alors c'est ça? Vous m'avez espionné? Vous allez me virer? Pour un petit mensonge sur un CV? Après tout ce que j'ai apporté à cette boîte? Ce que vous avez apporté, dit Léo en se levant, ne compense pas ce que vous avez détruit aujourd'hui. Vous avez créé un environnement de travail toxique. Vous avez un ego surdimensionné qui vous fait croire que tout vous est permis. Et vous avez manqué de respect à la valeur la plus importante de cette entreprise, l'intégrité. Il a contourné la table. Non, Camille. Je ne vais pas vous virer. Ce serait trop simple. Vous allez avoir l'opportunité de réfléchir à vos actes. Il s'est arrêté devant elle. À compter de lundi, vous êtes muté à notre agence de Lille. Vous serez sous la direction de Madame Fournier. Elle est déjà au courant du contexte. Vous repartirez de zéro, sur des petits comptes clients. C'est ça, ou la démission. À vous de choisir. Lille. Pour une femme comme Camille, obsédée par le prestige de Lyon, c'était un exil. Une humiliation professionnelle suprême. Elle a serré les poings, le regard plein de haine. Elle a regardé Léo, puis moi. Elle a compris qu'elle avait perdu. Sur tous les fronts. J'accepte la mutation, a-t-elle articulé, chaque mot semblant lui écorcher la gorge. Puis elle s'est levée et est partie sans un autre regard, claquant la porte derrière elle. Le silence est retombé, mais cette fois, il était différent. Ce n'était plus un silence de tension, mais de soulagement. L'attirant était tombé. J'ai regardé Léo, encore sous le choc de tout ce qui venait de se passer. L'homme d'affaires impitoyable avait disparu, laissant place à mon fiancé, son visage maintenant empreint d'inquiétude. « Ça va ?» m'a-t-il demandé. J'avais 1 million de questions à lui poser, mais une seule est sortie. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?»« Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Ma question flottait dans l'air, entre nous. Léo a poussé un long soupir et s'est assis à côté de moi, prenant mes mains dans les siennes. Ses mains, qui quelques minutes plus tôt semblaient capables de diriger le monde, étaient maintenant juste celles de l'homme que j'aimais, chaudes et rassurantes. Au début, c'était pour nous protéger, a-t-il commencé.
Quand nous nous sommes rencontrés, tu étais si découragé par ta situation professionnelle. Si j'étais arrivé en disant « Bonjour, je suis le PDG d'une grande agence », qu'aurais-tu pensé? Je ne voulais pas que notre relation soit basée sur ça. Je ne voulais pas être un sauveur. Je suis tombé amoureux de toi, Chloé, de ta créativité, de ta résilience, de ta gentillesse. Pas de ton métier. Je comprenais, mais cela n'expliquait pas tout. Et Camille? Quand as-tu su? Je l'ai su il y a environ 4 mois, a-t-il admis. Je regardais la liste des cadres supérieurs, et j'ai vu son nom. Ton nom de famille n'est pas si commun. J'ai fait le lien. À ce moment-là, j'étais déjà fou de toi. Honnêtement, j'ai eu peur. J'ai eu peur que cette complication ne gâche tout entre nous. Alors j'ai procrastiné. J'espérais que ça ne deviendrait jamais un problème. Jusqu'à ce que tu vois mon CV, ai-je complété. Il a hoché la tête, l'air coupable. Oui. Quand j'ai vu ta candidature, j'y ai vu une sorte de signe. C'était une opportunité. Pas seulement pour toi, mais aussi pour elle. J'entendais des rumeurs sur son management depuis des mois. Je me suis dit que la façon dont elle te traiterait, toi, sa propre sœur, dans un cadre professionnel, serait le test ultime. J'espérais, je priais pour qu'elle se comporte bien. Pour qu'elle montre qu'elle pouvait être juste. Il a secoué la tête. J'ai été naïf. Je suis désolé, Chloé. Je suis sincèrement désolé de t'avoir fait subir ça. C'était un pari, et c'est toi qui as payé le prix de son échec. Mes émotions étaient un tourbillon. J'étais blessée qu'il m'ait caché une chose pareille, mais je voyais aussi la logique, tordue mais bienveillante, derrière ses actions. Il n'avait pas cherché à me piéger, mais à démasquer Camille. Léo, ai-je dit après un long silence. Je ne peux pas accepter ce poste. Il m'a regardé, surpris. Quoi? Mais pourquoi? Tu es la meilleure candidate. Camille ne sera plus là pour t'embêter. Parce que personne ne me verra jamais comme la meilleure candidate, ai-je expliqué. Je serai toujours la fiancée du patron. Chaque succès sera remis en question, chaque promotion sera suspecte. Je ne pourrai jamais gagner le respect de mes collègues. J'ai passé ma vie à me battre pour prouver ma propre valeur. Je ne vais pas tout gâcher maintenant en acceptant un poste qui semblera être du favoritisme. J'ai vu de la déception dans ses yeux, mais aussi une immense fierté. Il a compris. Tu as raison, a-t-il dit. Je déteste l'idée que sa méchanceté te fasse perdre cette opportunité, mais je comprends ta décision. Et je la respecte plus que tout. Nous sommes sortis de la salle de réunion main dans la main. Le bureau, auparavant animé, est devenu silencieux à notre passage. Les nouvelles allaient vite. Tous les regards étaient sur nous, un mélange de curiosité, de pitié et de respect. Le vrai contre-coup est arrivé le soir même. Mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Sa voix était stridente, pleine d'une indignation outragée. Chloé, que as-tu fait à ta sœur? Mon cœur a sombré. Bien sûr. Camille avait appelé les renforts. Elle nous a appelés, en larmes. Elle dit que toi et ton nouveau fiancé, ce PDG, vous lui avez tendu un piège pour l'humilier et la faire renvoyer. J'ai essayé d'expliquer, mais elle ne m'a pas laissé parler. Elle dit que tu as postulé exprès dans son entreprise pour la provoquer. Et maintenant, on l'envoie à l'autre bout de la France, loin de sa famille. Comment as-tu pu être si cruelle, si jalouse? J'entendais mon père en arrière-plan. Ta sœur a travaillé si dur pour sa carrière. C'est impardonnable. Pendant une seconde, j'ai eu 10 ans à nouveau. La petite fille accusée à tort, que personne ne croyait. Mais la femme qui avait survécu à l'entretien de l'enfer n'était plus cette petite fille. Stop, ai-je crié dans le téléphone, ma voix si forte qu'elle les a fait taire. Ça suffit. Vous n'avez même pas entendu ma version et vous m'avez déjà condamné. C'est l'histoire de ma vie avec vous. Ne nous parle pas sur ce ton. A commencé mon père. Je vous parlerai comme il le faut pour que vous m'écoutiez enfin, ai-je répliqué. Votre fille parfaite a humilié publiquement une candidate, a menti sur son parcours et a été démasquée pour fraude sur son propre CV. Elle n'est pas mutée à cause de moi, elle est mutée parce que ses actions ont des conséquences.
Pour une fois dans votre vie, arrêtez de la voir comme une victime. Un silence choqué a suivi. Je ne m'attends pas à ce que vous me croyiez, ai-je continué, plus calmement. Vous ne l'avez jamais fait. Mais c'est la vérité. Et j'en ai fini d'essayer de la prouver. Sur ces mots, j'ai raccroché. J'étais en larmes, tremblante, mais je me sentais aussi incroyablement légère. J'avais coupé le cordon. Pas seulement avec mes parents, mais avec la personne que j'avais été, celle qui cherchait désespérément leur approbation. Cette personne était morte aujourd'hui, dans cette salle de réunion. Et je ne la regrettais pas. Le chaos ne faisait que commencer. Mes amis, mes cousins, tout le monde commençait à m'appeler, ayant entendu la version déformée de Camille. Mais je savais une chose, les tempêtes finissent par passer. Et après la pluie, le soleil finit toujours par revenir. Mais à ce moment-là, je me demandais si j'aurais la force d'attendre l'arc-en-ciel. Les jours qui ont suivi ont été un véritable tsunami émotionnel. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. La version de Camille s'était répandue comme une traînée de poudre, j'étais la sœur jalouse et manipulatrice qui avait utilisé son riche fiancé pour détruire la carrière de sa sœur. Certains membres de la famille et amis communs ont avalé son histoire sans même chercher à entendre la mienne. J'ai reçu des messages pleins de reproches, d'insultes. C'était douloureux, mais aussi étrangement révélateur. Cela a fait un tri naturel dans mes relations. Ceux qui me connaissaient vraiment m'ont appelé pour me demander comment j'allais. Les autres ne méritaient pas ma peine. J'ai pris une décision radicale. J'avais besoin de changer d'air, de repartir de zéro, loin du drame lyonnais. Léo m'a soutenu à 100%. Où que tu ailles, je te suivrai, m'a-t-il dit. J'ai commencé à chercher du travail partout en France. Et c'est là qu'un miracle s'est produit. Monsieur Bernard, le directeur créatif de Stratégie Lyon Média, m'a appelé. Chloé, m'a-t-il dit, je suis encore consternée par ce qui s'est passé. J'ai été incroyablement impressionnée par votre portfolio et votre professionnalisme face à une situation impossible. Une de mes amies dirige une agence formidable à Paris, Clarté Créative. Ils cherchent quelqu'un comme vous. Puis-je leur transmettre votre CV ? J'étais submergée par l'émotion. Ce geste de pure gentillesse professionnelle était un baume sur mes blessures. 3 semaines plus tard, après 2 entretiens, j'ai signé mon contrat. J'étais la nouvelle directrice de stratégie marketing chez Clarté Créative. Un poste encore meilleur que celui pour lequel j'avais postulé à Lyon. Je déménageais à Paris. Une nouvelle ville, un nouveau travail, une nouvelle vie. Léo a tenu sa promesse. Étant le PDG, il pouvait travailler de n'importe où. Nous avons trouvé un magnifique appartement avec vue sur les toits de Paris. Lentement, j'ai commencé à guérir. Mon nouveau travail était passionnant, mes collègues bienveillants et respectueux. Ils me jugeaient sur mes compétences, pas sur mon histoire familiale. J'ai dirigé des campagnes qui ont remporté des prix. Je me suis épanouie. Pendant ce temps, la situation avec ma famille restait tendue. Mes parents et moi ne nous parlions presque plus. Puis, un jour, environ 3 mois après mon déménagement, ils sont venus à Paris. Ils voulaient me voir. Le dîner était tendu au début. Puis mon père a pris la parole. Chloé, nous te devons des excuses. Il m'a expliqué qu'après notre appel, il avait décidé de mener sa propre enquête. Il avait appelé Simon Dubois, l'ancien patron de Camille. Il avait aussi parlé à Monsieur Bernard. Nous avons été aveugles, a dit ma mère, les larmes aux yeux. Nous étions si fiers de Camille, de sa réussite, que nous n'avons pas voulu voir sa part d'ombre. Et nous avons été injustes avec toi. Terriblement injustes. Nous t'avons sacrifié sur l'autel de sa gloire. Peux-tu nous pardonner ? Ces excuses, que j'avais attendues toute ma vie, m'ont bouleversée. Les larmes que je n'avais pas versées le jour de l'entretien ont coulé. Nous avons pleuré tous les 3. Ce n'était pas magique, les blessures de 30 ans ne disparaissent pas en un soir, mais c'était un début. Une porte s'était ouverte. Quant à Camille, les nouvelles que j'avais d'elle étaient rares. Elle était bien à Lille. Mes parents m'ont raconté que ses débuts là-bas avaient été catastrophiques. Elle avait essayé d'utiliser les mêmes techniques d'intimidation, mais sa nouvelle directrice, Madame Fournier, était une femme de poigne qui ne se laissait pas faire.
Elle l'avait mise au pied du mur, soit elle changeait de comportement et suivait une thérapie de gestion de la colère, soit c'était la porte. Acculée, Camille avait accepté. Et puis, 6 mois après le jour J, j'ai reçu une lettre. Manuscrite. L'écriture de Camille. Mon premier réflexe a été de la jeter. Mais quelque chose m'a retenu. Je l'ai ouverte, le cœur battant. Ce n'était pas une lettre de reproche. C'était une lettre d'excuse. Chère Chloé, écrivait-elle. Je ne sais pas par où commencer. Peut-être par je suis désolée. Ces mots me semblent si faibles. Ma thérapie m'a forcé à regarder en face la personne que j'étais devenue. Une personne amère, jalouse, terrifiée. Terrifiée que tu me surpasses, que tu prennes la place que je pensais être la mienne de droit. J'ai passé ma vie à te rabaisser pour me sentir plus grande. C'était lâche, cruel, et impardonnable. Je ne te demande pas de me pardonner. Pas maintenant. Je te demande juste de savoir que je suis consciente du mal que je t'ai fait. Et que chaque jour, j'essaie de devenir quelqu'un de meilleur. Quelqu'un qui, un jour peut-être, méritera d'être ta sœur. J'ai lu et relu cette lettre, les larmes brouillant les mots. C'était la chose la plus honnête qu'elle m'ait jamais dite. La haine que j'avais ressentie pour elle s'était transformée en une immense tristesse. Elle n'était pas un monstre. Juste une personne profondément malheureuse, piégée dans ses propres insécurités. La reconstruction ne concernait pas seulement ma carrière ou ma relation avec mes parents. Elle concernait aussi, et c'était le plus inattendu, la possibilité d'une nouvelle relation avec ma sœur. Mais pouvais-je vraiment faire confiance à ce changement? Une vie entière de trahison pouvait-elle être effacée par une seule lettre? La lettre de Camille a marqué un tournant. Je ne lui ai pas répondu tout de suite. J'avais besoin de temps. Le pardon n'est pas un interrupteur qu'on actionne. C'est un chemin. J'ai commencé par lui envoyer un court message pour lui dire que j'avais bien reçu sa lettre et que j'appréciais sa démarche. C'était un petit pas, mais c'était un début. 1 an plus tard, Léo et moi avons organisé notre mariage. Une cérémonie simple et intime, dans un magnifique domaine viticole près de Bordeaux, entouré de nos amis les plus proches et de ma famille. Mes parents étaient là, rayonnants. Notre relation s'était approfondie, basée sur une nouvelle honnêteté. Ils faisaient des efforts constants pour me montrer leur amour et leur fierté, des efforts qui guérissaient mon cœur d'enfant blessé. La question de la présence de Camille s'est posée. Léo m'a laissé entièrement le choix. C'est ta journée, mon amour. Tu dois être entouré uniquement de personnes qui t'apportent de la joie. J'ai longuement hésité. Puis, j'ai décidé de lui envoyer une invitation. Pas parce que tout était pardonné, mais parce que c'était le seul moyen de tourner la page, de ne pas laisser la haine du passé empoisonner mon avenir. Elle a répondu par un simple mot, ce serait un honneur. Je comprendrai si tu changes d'avis. Le jour du mariage, elle est venue. Seule. Elle était élégante, mais discrète. Elle est restée en retrait, parlant poliment à quelques invités, observant la cérémonie de loin. Il n'y avait plus aucune trace de l'arrogance d'autrefois. À sa place, il y avait une sorte de timidité, de vulnérabilité que je ne lui avais jamais connue. Pendant la réception, je suis allée la voir. Elle était près d'un grand chêne, un verre à la main. Merci d'être venue, Camille, lui ai-je dit. Elle a eu un petit sourire triste. Merci de m'avoir invitée. C'est une très belle cérémonie, Chloé. Vous êtes magnifiques tous les deux. Il y a eu un silence. Il t'aime vraiment, a-t-elle ajouté doucement. Je ne l'avais pas vu ce jour-là. J'étais aveuglée par ma propre misère. Mais c'est un homme bien. Tu mérites ce bonheur. Et toi, comment ça va à Lille, ai-je demandé, pour changer de sujet. Pour la première fois, j'ai vu un éclat de véritable enthousiasme dans ses yeux. Bien. Vraiment bien. Madame Fournier est dure, mais juste. Elle m'a poussé dans mes retranchements, m'a forcé à collaborer, à écouter. J'ai découvert que j'aimais travailler en équipe. J'ai découvert que le succès des autres ne diminuait pas le mien. Elle a regardé au loin. Je crois que, je commence à m'apprécier un peu. Cette conversation n'a pas tout effacé. Mais elle a ouvert une porte. La porte d'un avenir où nous pourrions être des sœurs.
Pas les meilleurs amis du monde, peut-être. Mais des sœurs. Qui se respectent, qui peuvent partager un moment de paix sous un chêne, lors d'un mariage. Aujourd'hui, je regarde ma vie et je mesure le chemin parcouru. La femme qui se tenait au bord du gouffre il y a 2 ans n'existe plus. J'ai un travail que j'adore, un mari qui est mon roc, et une famille qui, malgré ses imperfections, apprend à s'aimer honnêtement. J'ai appris la leçon la plus importante de toutes, notre valeur ne se mesure pas à l'aune du succès des autres. Elle ne dépend pas de l'approbation de nos parents ou de la défaite de nos rivaux. Notre valeur vient de l'intérieur. De notre capacité à rester intègre face à l'injustice, à choisir la dignité face à l'humiliation, et à trouver la force de se reconstruire, encore et encore. Mon histoire est celle d'une trahison, mais c'est aussi et surtout une histoire de résilience. Elle prouve que même les relations les plus toxiques peuvent évoluer, et que même après la nuit la plus sombre, le soleil finit toujours par se lever. Merci infiniment d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Si elle a résonné en vous, si vous avez vous-même dû vous battre contre la jalousie ou l'injustice, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager avec quelqu'un qui aurait besoin d'entendre qu'un nouveau départ est toujours possible. Et surtout, racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Quelles sont les batailles que vous avez gagnées? Comment avez-vous trouvé la force de vous relever? Rappelez-vous toujours, vous n'avez pas besoin d'éteindre la lumière de quelqu'un d'autre pour que la vôtre puisse briller. Votre propre lumière est unique, et elle est assez puissante pour éclairer votre propre chemin. Soyez fiers de qui vous êtes. À très bientôt pour une nouvelle histoire.